Ce soir, on va bosser le module numéro 1 que je vais vous partager. Donc, on a plusieurs étapes. Le module numéro 1, c'est celui qui concerne l'analyse macroéconomique. On va aborder ce sujet aujourd'hui. On va travailler aussi une fiche de synthèse. Voilà, donc pour ce soir, on a dans un premier temps le cours, ensuite la fiche de synthèse pour synthétiser toutes les informations. Et puis, on aura fini pour ce premier module. Alors, encore une fois, toutes ces réunions sont enregistrées. Ça mettra peut-être un petit peu de temps à arriver, mais vous aurez systématiquement l'enregistrement. D'ailleurs, il y a eu l'enregistrement de la précédente vidéo qui a été publiée. OK. Et dernier point, effectivement, et pas des moindres, c'est qu'au-delà donc, du cours, de la fiche, on va vous envoyer, je pense que je vous l'envoie tout à l'heure, là, je vous le mets je vous le partage dans le chat, le dossier que vous devez, du coup, préparer. Donc, je vais vous le partager lui aussi. Comme ça, vous pourrez déjà commencer à le travailler, déjà parce que, aujourd'hui, on va aborder le cours numéro 1 et qu'évidemment, si vous arrivez à bosser le cours numéro 1, vous aurez la possibilité de travailler la première étape parce que les cours vont se décomposer en fonction. Donc, tous ces documents sont susceptibles d'être modifiés. C'est la raison pour laquelle ils sont pas encore au format PDF, mais pour le coup, là, je vais quand même vous les envoyer au format PDF. La synthèse et l'exercice. Donc l'exercice, je vous l'ai déjà donné. Et là, il me faut vous envoyer, hop, vignette, hop, et, et voilà. Fiche module numéro 1. Voilà. Donc là, a priori, vous avez tout. Ok, donc là, je vous ai partagé la fiche et je vous ai partagé le test. Donc le test, évidemment, lui, d'ici jeudi, il faut que vous commenciez à travailler dessus parce que donc le test, c'est celui que je vous ai envoyé sur Monsieur Zéphirin. Ce test, vu qu'on va bosser la première étape, il va falloir que vous commenciez à le travailler. Comme ça, on en reparle un petit peu jeudi. Et à la limite, ce qu'on peut envisager de faire, on a au total, je crois que j'ai des fiches qui sont là, ouais, j'en ai trois, donc un, deux, trois, quatre, cinq, six fiches. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que d'ici jeudi, vous m'envoyez vos premiers retours, vos esquisses, si je puis dire? Ok. Bon, Oui, ça. on va partir sur l'idée que vous m'aurez fait votre premier retour. Asen, c'est pas un souci. On rattrapera ça au fil de l'eau. Peut-être le week-end, à la limite, vous ferez le week-end, vous ferez les deux qu'on aura abordés dans la semaine. Donc, il y a Zéphirin et il faut que je vous mette du coup. Ok, le dossier Zéphirin, c'est bon. Et moi, ce que je veux vous envoyer, en fait, c'est la fiche. Je réessaye. Dites-moi si là, du coup, vous avez un document. Voilà, vous devez l'avoir là. La fiche récap. Désolé, je vous entendais pas tout à l'heure. Donc on peut y aller. On va attaquer le cours. Pour rappel, donc, à l'issue de cette session-là, donc je pense qu'on va finir d'ici 21h, un peu avant. D'ici 21h, donc on va aborder toutes les thématiques nécessaires. Pour le rendez-vous de jeudi, ceux qui peuvent, vous me les envoyez. Le plus tôt sera le mieux. Comme ça nous évite d'avoir trop de travail entre les deux réunions. Donc le plus tôt sera le mieux. Vous m'envoyez ce que vous avez pu travailler chacun de votre côté. Comme ça, jeudi, on aborde le module 2. On fait la même chose. Le week-end, vous faites le module 2 ou le 1 et le 2. Et puis, pour le lundi, vous me renvoyez tout. On fait le 3 et ainsi de suite. Ça nous laissera plus de temps, si on le fait comme ça, à la fin, pour travailler vos dossiers sur les dernières réunions, plutôt que d'étaler la formation à plus long terme et de finir avec plus beaucoup de temps pour finir les dossiers. Ensuite, on aura jusqu'à la fin du mois d'avril pour produire les dossiers. Donc, vu qu'on démarre le 23 mars, grosso modo, dans 4 semaines, on devra avoir bouclé. On aura eu le temps, évidemment, de reprendre tous les éléments, d'être sûr qu'on est dans les clous. Il y a peut-être des rendez-vous qui sauteront, peut-être que des fois, vous ne participerez pas, donc on fera au mieux. Et puis, l'étape d'après, c'est qu'on doit remettre vos dossiers donc avant la fin du mois d'avril. Et ensuite, vos dossiers doivent être transmis d'ici la fin du mois d'avril pour être étudiés. Et on a les retours courant juin. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais pour autant, on aura bien travaillé vos dossiers, on aura bien argumenté, bien travaillé les sujets. Et a priori, on sera dans les clous pour y parvenir. Voilà. Donc, je compte évidemment sur vous. On n'est pas très nombreux. Il faut qu'on arrive à faire un travail de qualité. Et il en va de soi. Maintenant, je vais vous partager mon écran avec voilà. Ouais. Là, donc, vous devez voir mon écran avec le document, enfin, ces pages. Page, c'est le Word de Mac. Donc, si on reprend depuis le début, donc on est sur gérer les portefeuilles financiers d'actifs dans la certification, on n'a pas le choix. L'introduction à la formation, ça on l'a déjà fait la session dernière, avec les différents modules qui sont repris ici. Donc on a bien 6 modules, et c'est ces 6 modules qu'on va devoir travailler au fur et à mesure.
Le projet, donc, c'est l'évaluation repose sur un dossier professionnel composé de 6 études de cas. Bon, ça, on y passe. Et on va s'atteler à l'analyse macroéconomique et restitution. Ça, c'est le module d'aujourd'hui. Donc, l'objectif du module, c'est compiler et analyser des informations financières et économiques concomitantes qui ont un lien. Réaliser une analyse macroéconomique structurée. Donc là, à la fin de l'heure, on est censé être capable de ça, hein. Identifier les phases économiques actuelles et futures. Pareil, on a des outils. Restituer les résultats de manière claire et argumentée. Ça, c'est ce que vous devrez faire pour le dossier. Donc, si on le travaille correctement, vous réutilisez certains mots clés comme les éléments qu'on va voir maintenant, et puis on est bon. Ok, donc on y va avec les indicateurs macroéconomiques. Alors ça, là, on est sur du cours pur et dur, c'est-à-dire que autant quand on est en formation, on peut prendre en compte les doléances de chacun, les ressentis de chacun, etc. Autant là, il n'en est même pas question en fait, parce qu'en réalité, là, il n'est pas question d'interpréter chacun le truc à sa sauce. Vous devez tous être capables d'appliquer ce qui vous est enseigné. Vous voyez, c'est encore plus rude que ce qu'on a fait ensemble pendant la formation. Donc l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir communiquer un maximum sur tout ce qui aura été technique. Allez, on y va. Les indicateurs macroéconomiques. L'analyse macroéconomique s'appuie sur un ensemble d'indicateurs permettant de mesurer la santé d'une économie. Le client est français, l'économie macro, ce sera l'économie française. Ces indicateurs sont publiés régulièrement par des organismes statistiques nationaux et voire internationaux. Par exemple, on a le produit intérieur brut, plus communément appelé PIB. Le PIB mesure la valeur totale des biens et services produits sur un territoire donné au cours d'une période donnée. PIB mensuel, bah, c'est la période c'est une période mensuelle. C'est l'indicateur de référence de la croissance économique. C'est lui et rien d'autre. Donc on a le PIB en volume qui mesure hors effet prix, permet les comparaisons temporelles. Le PIB en valeur inclut l'inflation. Il reflète donc la richesse nominale produite. Le PIB par habitant mesure quant à lui du niveau de vie relatif d'un pays. Évidemment, les PIB ne sont pas les mêmes en fonction de la zone géographique et plus précisément des pays membres de l'Europe, de l'Union européenne. On n'a pas les mêmes PIB non plus. Pour l'investissement, une croissance du PIB supérieure à 2% en zone euro est généralement perçue comme favorable au marché actions, donc intrinsèquement à tout ce qu'il peut y avoir autour des actions et notamment les placements qu'on verra plus tard. En dessous de 0%, on parle de récession technique. Pas forcément ressentie, mais au moins technique. Donc, pareil, ça, ce sont des notions que vous pourrez éventuellement approfondir de votre côté. Mais, vous voyez, typiquement, ce qu'on va vous demander lorsque vous allez faire votre dossier, c'est reprendre ce type d'éléments et les expliquer, et expliquer en quoi, lors de votre analyse, il vous a été utile d'aborder ce sujet. Allez, on continue. L'inflation. L'inflation mesure la hausse générale des prix à la consommation. Elle est suivie à travers l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Vous voyez, là clairement, tous ces sujets-là, pour ceux qui ont déjà suivi une formation chez nous, tout ça, c'est déjà des choses auxquelles vous êtes sensibilisés. Et l'indice IPCH au niveau, cette fois, européen. Donc l'inflation sous-jacente hors énergie et alimentation reflète les tensions structurelles. La déflation, baisse durable des prix, dangereuse pour la demande et l'investissement. La stagnation, la stagflation, c'est la stagnation, inflation élevée, plus croissance faible, situation très défavorable, donc à retenir. La BCE cible une inflation proche de 2%, une inflation trop élevée entraîne une hausse des prix, une hausse pardon, des taux d'intérêt. Donc machinalement, la BCE augmentera le taux directeur de la Banque centrale européenne, ce qui pèse sur les marchés obligataires, puisque lorsqu'on a une augmentation du taux directeur de la Banque centrale européenne, eh bien, on va davantage s'intéresser au marché obligataire. Ça, c'est une forme de cycle qu'on réabordera plus tard. C'est-à-dire que, à partir du moment où le taux directeur de la Banque centrale européenne est à, on l'a vécu, 3, 4, 5%, vous allez pouvoir générer 5% juste en investissant sur des obligations. Donc, quel est l'intérêt pour un investisseur de prendre des risques sur des marchés actions, alors que sur l'obligataire, qui est quand même nettement plus sûr, vous avez déjà 4, 5, 6%, ce qui est la moyenne haute des rendements annuels d'une action lors des versements de dividendes. Voilà. Ensuite, on a le taux de chômage.
plus communément, de l'autre côté de l'Atlantique, on appelle ça le taux d'emploi. Le taux d'emploi non agricole, par exemple, pour la NFP. Donc là, on est sur le taux de chômage. Le taux de chômage mesure la part de la population active sans emploi et en recherche active d'un travail. Et il est un indicateur retardé du cycle économique, puisqu'il intervient, on a la donnée lorsque le mal est déjà fait. OK. Donc là, typiquement, on a le chômage frictionnel, transitoire, lié à un changement d'emploi. Donc ça, il faut être capable de l'interpréter. Le chômage dit structurel, lié aux transformations profondes de l'économie, comme par exemple, eh bien, lorsque on a des grosses industries très puissantes qui décident de faire des licenciements économiques, à ce moment-là, on va avoir une très grosse quantité de chômeurs qui vont arriver sur le marché. Et là, effectivement, on est sur un changement structurel dans la mesure où ce type d'emploi à l'avenir n'est plus sûr, puisque ce genre d'emploi est sur la fin d'une certaine façon, puisque de la même façon, on est sur des cycles et on va vers des emplois nettement plus tertiaires dans les années qui viennent. Ensuite, on a le chômage dit conjoncturel. Lui, il est lié au ralentissement du cycle économique, euh, typiquement des ralentissements dans la production de voitures électriques, pas parce que il y avait un changement d'économie ou une rotation sectorielle, mais on était plutôt dans une dynamique de bien l'État a décidé de supprimer les aides pour les acheteurs de véhicules électriques. Et puis, du coup, ça a évidemment ralenti la consommation des véhicules électriques, donc leur production. Et donc, on retrouve là un chômage dit conjoncturel. Ensuite, on a la balance commerciale. La balance commerciale mesure la différence entre les exportations et les importations de biens et services d'un pays. Par exemple, si la balance commerciale entre la France et le reste du monde, enfin peut-être pas le reste du monde, alors je finis de vous lire et puis on voit ce qu'on peut en faire. La balance commerciale mesure la différence entre les exportations et les importations de biens et de services d'un pays. Un excédent commercial signale une économie compétitive et peut soutenir la monnaie nationale. Et à l'inverse, quand on est en déficit, ça veut dire que on exporte moins que ce que l'on importe. Et donc, ce que j'ai pas su vous dire juste avant, c'est que la balance commerciale, elle se fait pas entre un pays et le reste du monde, parce que évidemment, enfin, à part la Chine, personne ne fait n'exporte plus que ce qu'elle importe au niveau européen, au niveau international. Par contre, on va comparer, par exemple, nos exportations avec les importations que l'on fait avec les États-Unis, par exemple. Et dans cette parité, entre guillemets, on va avoir une balance commerciale excédentaire ou déficitaire. Et à ce moment-là, évidemment, ça veut dire que, vu que la balance commerciale est en déficit, j'ai donc dépensé plus d'argent dans ce pays que lui n'en a dépensé chez moi. Et c'est, par exemple, la balance commerciale qui posait problème à Trump lorsqu'il a dit il n'y a pas assez de voitures thermiques qui sont, et électriques d'ailleurs, qui sont consommées en Europe au regard de tous les véhicules européens qui sont importés aux États-Unis. Alors évidemment, les véhicules européens importés aux États-Unis, c'est plus des voitures allemandes, mais dans l'idée, en tout cas, on reste sur une balance commerciale déficitaire du point de vue des États-Unis, et donc il peut être amené à souhaiter modifier cet aspect-là. Ensuite, on a les taux d'intérêt dits directeurs. Donc, à partir du moment où on parle de taux d'intérêt directeur, ça veut dire que ce sont les banques centrales. Donc, ça, pareil, hein, c'est des sujets qu'on a travaillé en long, en large et en travers. Évidemment, ça, en cours, on l'aborde pas dans profondeur. Par exemple, les taux de chômage, on n'en avait jamais parlé autant en détail. Alors, certainement aussi parce que d'une part, c'est très théorique. Et c'est ce qui est gênant dans ce type d'approche, c'est que là, on va répondre, on va donner un dossier de type absolument théorique. Rien ne garantit l'issue favorable du placement qui aura été fait. Mais on reste dans la théorie et c'est cette théorie que l'on veut vous voir recracher lors de vos dossiers. Par contre, voilà, typiquement, lorsqu'on parle de taux de chômage, de taux d'emploi, à part la NFP, il n'y a pas beaucoup de taux d'emploi ou de taux de chômage qui ont de la volatilité et de l'impact sur les marchés. Voilà pourquoi, quel est l'intérêt d'aller différencier les différents taux de chômage ou les différents PIB. Donc les taux directeurs, c'est forcément Banque centrale. Donc si on parle des banques centrales, donc là ce qui va nous intéresser au niveau européen, c'est évidemment la Banque centrale européenne. Mais généralement, si la Banque centrale européenne a une stratégie et qu'elle en a fait part au marché, il y a des chances que la Fed et que d'autres banques centrales, donc la Fed aux États-Unis, fassent la même chose. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va essayer de retenir, ce sont les noms des banques centrales. Par exemple, on a la BOE au Japon, BOJ au Japon, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la BNS en Suisse, par exemple,
et j'en passe. Donc, ils influencent directement le coût du crédit dans l'économie et ont un impact majeur sur les marchés financiers. Un taux d'emploi, un taux de directeur fort, on l'a vu tout à l'heure, autour de 5%. Naturellement, les investisseurs qui sont diversifiés sur le marché action vont avoir tendance à récupérer leur investissement sur le marché action qui est, semble-t-il, moins favorable pour le réaffecter au marché obligataire qui est plus sécure. Pour quelle raison? Parce que le marché action, lui, il est à risque. Et si le marché action n'est pas dopé par des investisseurs, forcément, les investissements ne se font pas et donc il y a moins de rendement. Donc, on va chercher à baisser le taux directeur pour relancer la croissance économique. C'est pareil, un levier et il est exploité par les institutions de cette manière. Donc, on a le taux de refinancement, REFI, c'est le taux auquel les banques empruntent à la BCE, donc la Banque centrale européenne, par exemple, à 5%. Elles vont pouvoir donc emprunter, les banques traditionnelles vont pouvoir emprunter donc avec un taux de refinancement aux alentours de 5,5, et elles vont vous affecter un taux de crédit consommation ou immobilier plutôt, aux alentours de 7%. C'est pour ça qu'il y a évidemment toujours un écart. On appelle ça le taux d'intermédiation. C'est comme ça que les banques génèrent de la plus-value entre le financement de la BCE et l'octroi du crédit au client final. Ensuite, on a le taux de dépôt, donc la rémunération des dépôts des banques à la BCE. Donc, c'est les banques traditionnelles qui vont déposer des fonds auprès de la BCE pour donner des garanties. Elles vont pouvoir emprunter de l'argent en contrepartie. Et c'est ce taux de dépôt qui va leur permettre qui va permettre de donner une indication sur la santé économique des marchés en général, puisque les banques financent des projets. Si elles ont peu de dépôts, elles financent peu de projets. Donc, on a ici aussi un exemple de taux d'intérêt qui aurait un impact sur l'économie. Forward Guidance, donc là, c'est la communication de la Banque centrale sur l'orientation future de sa politique. Donc, Forward Guidance, c'est ce qui se passe quand on a de très, très gros mouvements sur les devises et les indices. C'est parce que, par exemple, la Banque centrale européenne va annoncer qu'en 2026, il y aura 3 baisses de taux consécutives. Eh bien, ça, c'est l'orientation que donne la Banque centrale européenne sur sa stratégie future. Et évidemment, elle va impacter à long terme, cette fois, les marchés financiers qui vont orienter leur stratégie au regard de cette annonce. Ensuite, on a les cycles économiques. Donc là, on en a fini pour la partie indicateurs macroéconomiques. Il faudra donc que vous puissiez les utiliser tous ou certains. En tout cas, vous avez libre cours à votre imagination. Nous, ensemble, on vous refera le point pour voir. Et éventuellement, pourquoi pas, ce qui, je pense, fera la différence, c'est l'élève qui ira chercher l'indicateur qui n'était pas dans la liste de nos élèves et qui ne sera a priori pas par exemple, reporté sur l'intégralité des examens que vont analyser les opérateurs. Et eux auront la surprise de voir un indicateur différent. Et je pense que ça, ce sera très apprécié par les examinateurs. Ok, donc là, on va aborder les cycles économiques. Donc l'économie évolue selon des cycles successifs, alternant phase d'expansion et de contraction. La connaissance de ces cycles est fondamentale pour adapter une stratégie d'investissement. Je vais plus loin, je ne l'ai pas marqué. La connaissance de ces cycles est fondamentale pour se situer aussi, parce que le projet derrière d'adapter sa stratégie, c'est de pouvoir se dire, ben moi je suis dans telle situation, en étant dans telle situation, je ne vais pas favoriser tel type d'investissement puisqu'ils sont à risque et j'en passe. Donc c'est un peu la façon dont il faudrait travailler ces fameux cycles économiques. Donc on vous en a répertorié 4. Le cycle d'expansion, de ralentissement, de récession et de reprise. Il n'y a aucune difficulté à les distinguer, surtout quand vous avez déjà suivi une formation chez nous. Ce sont des sujets très, très redondants et que j'aborde très fréquemment dans les réunions Zoom. Alors, l'expansion, donc la caractéristique et l'implication pour l'investissement lorsqu'on est dans une phase expansionniste. La croissance du PIB, donc on est sur un PIB qui croît. Donc, on a vu juste avant les indicateurs, il vous suffit d'aller vous repérer sur ces fameux indicateurs. La hausse de l'emploi, donc on a beaucoup d'emplois, on a peu de chômeurs. L'augmentation de la demande d'emploi, évidemment, ce qui est favorable aux actions cycliques, celles qui ont un lien direct avec l'économie réelle. Cyclique, ça veut dire que ce sont des actions qui ont tendance à monter, baisser, et qui se retrouvent du coup graphiquement dans un espèce de boyau entre un support et une résistance. Là, évidemment, ceux qui sont aguerris sauront de quoi je parle, c'est typiquement l'action totale. L'action totale va aller, du moins, de 50 à 30. Toute sa vie, elle a fait ça jusqu'à ce qu'elle soit cotée aux États-Unis et qu'évidemment, depuis, elle s'envole et qu'elle développe en plus de nouveaux projets. Mais là, on parle d'actions de type cyclique.
On parlera d'immobilier, lui pareil, hein, quand la croissance est bonne, l'immobilier est bon. Lorsque la croissance est moins bonne, l'immobilier est moins bon, puisque les taux directeurs vont être élevés. Taux directeur élevé dit coût d'emprunt et coût d'investissement élevé. Et on a les matières premières. Et là, je vous ai tout dit. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, je vous ai demandé d'être particulièrement attentif aux matières premières. Et effectivement, on serait sur un cycle nouveau pour les matières premières. OK. Ensuite, on a donc parlé du ralentissement. Donc là, c'est une croissance qui décélère, un signal de prudence, rotation vers des secteurs défensifs, des entreprises qui ont tendance à être plutôt défensives. Donc tous ces sujets-là, pareil, on les revoit plus tard dans la constitution de vos dossiers et n'hésitez pas à aller chercher des infos. Pour ce qui est de la récession, on a un PIB qui est typiquement en recul, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une croissance qui faiblit, on est sur une croissance qui s'inverse. Donc là, on a un PIB qui recule sur au moins 2 trimestres consécutifs. Là, on est dans une phase de récession. Donc ça, c'est un indicateur technique qui est élaboré, qui est défini. Lorsqu'on a si on parle de récession, alors on a 2 trimestres consécutifs où le PIB est en recul. Une hausse du chômage, évidemment, ça va avec, baisse des profits, donc réduction des dividendes, favorable aux obligations d'État. Et alors, bon, là, vous me direz, on est vraiment dans un schmilblick, c'est plus lié aux contraintes de guerre qu'on est en train de vivre, mais on voit qu'il y a une espèce de décorrélation dans ce cas de figure. Mais OK, ça c'est vu. Ensuite, la reprise, donc c'est à la fin de cette session de récession, on va avoir un retour progressif de la croissance, un moment opportun pour se repositionner sur des actifs dits à risque. Ils sont à risque pourquoi? Parce que à partir du moment où on investit dans une entreprise qui vous dit je vais développer un projet qui va me rapporter de l'argent, je prends le risque que ce projet n'aboutisse pas. Maintenant, si j'investis dans une entreprise comme Total qui vend du carburant toute sa vie et qui ne fait que ça, on ne considérera pas Total comme un investissement à risque. Donc, un risque, c'est quand on est sur un secteur tendu ou dans un secteur innovant et qui va chercher à créer quelque chose de nouveau et de, pourquoi pas, hors du commun. Donc les signaux faibles d'un retournement de cycle, certains indicateurs avancés permettent d'anticiper un retournement avant qu'il ne soit visible dans les chiffres dits officiels. C'est la courbe des taux inversés. Donc le taux à 2 ans dépasse le taux à 10 ans, signal récessif. Donc là, pareil, je vous donne des indications. C'est ces indications-là qu'il va falloir que vous mettiez au maximum dans votre dossier. Chute des indices PMI. Donc le PMI, c'est le Purchasing Managers Index sous le seuil de 50, donc le PMI, on le voit très régulièrement, PMI manufacturier et j'en passe, recul des mises en chantier et des permis de construction. Donc là, pareil, on est encore sur les mêmes types d'indications que ceux que l'on travaille déjà, à moindre échelle, puisqu'ils n'impactent pas violemment le marché, mais ils donnent des indications à long terme sur ce que pourrait donner le marché dans le semestre à venir. Là, on est vraiment sur du très long terme, ce sont des rotations sectorielles, c'est très lent, très lourd à mettre en œuvre. La baisse de la confiance des consommateurs. Donc là, on a un indice de l'INSEE, on a la Conference Board, on a le Michigan, on a l'université du Michigan, pareil, qui donne aussi ce type d'indication. Et ensuite, on a la contraction du crédit bancaire aux entreprises. Donc là, on fait moins de crédit bancaire aux entreprises. Forcément, on est sur un signal fort de retournement avéré. Ensuite, on a les politiques économiques. Donc là, typiquement, ce sont les décisions mises en place par les États dans le cadre de leur stratégie économique. Donc, les autorités publiques disposent de 2 grands leviers d'intervention économique qui influencent directement les marchés financiers, la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire, conduite par les banques centrales, donc la BCE en Europe, toujours elle, elle vise à maintenir la stabilité des prix et à soutenir la croissance. C'est son job à cette politique monétaire, c'est son job à la BCE. C'est-à-dire maintenir la stabilité des prix, je crois que c'est 2%, et à soutenir la croissance. Pareil, on est à 2%. Ces principaux outils, donc évidemment, des fois ça change, des fois on est un peu plus, des fois on est un peu moins, et là on met en place une politique monétaire en vue de corriger cette différence. Ces principaux outils sont des taux directeurs, sont les taux directeurs, pardon, les opérations de refinancement et, par exemple, pour l'Europe, le quantitative easing, le QE, le fameux QE. Ensuite, on a des politiques dites budgétaires. Donc là, on est sur la conduite par le gouvernement. Elle est conduite par le gouvernement. Elle repose sur les dépenses publiques et la fiscalité interne. Un plan de relance budgétaire peut soutenir la demande, mais creuse la dette publique, ce qui peut peser sur les taux dits souverains. OK. Donc pareil, il faudra évidemment que vous abordiez ces
fameuse politique économique, que vous mettiez à jour la situation actuelle des politiques économiques. Quelles sont-elles? Allez les chercher. Est-ce qu'on est dans une dynamique actuelle de quantitative easing? Oui ou non? Qu'est-ce que le quantitative easing? Pareil, il va falloir creuser ces sujets-là. Là, les sources d'informations, là, on revient sur l'endroit cette fois où on peut trouver ces informations. On a l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique, il est français. Là, on va avoir des données françaises sur le PIB, l'inflation, l'emploi et les comptes nationaux. On va avoir Eurostat, c'est l'Office statistique de l'Union européenne qui va donner des informations comparatives sur les pays membres de l'Union européenne. On va avoir la BCE, donc la Banque centrale européenne, pour sa fameuse politique monétaire, ses taux et ses rapports de stabilité financière. Donc ça, pareil, ce serait bien d'aller creuser et de donner un petit peu l'illusion au moins à votre examinateur que vous avez cherché les infos et que vous avez trouvé des indications intéressantes et que vous voulez en faire part, par exemple avec des comparaisons avec ce que fait le FMI, le Fonds monétaire international. Là, on est sur des perspectives économiques cette fois mondiales et non plus locales. L'OCDE, donc l'Organisation des coopérations et de développement, un indicateur avancé dit composite avec des rapports sectoriels. Donc là, l'OCDE vous donnera des indications là-dessus. Et la Banque mondiale, je pense que vous ne saviez même pas que ça existait, ce sont des données sur les économies émergentes, indicateurs de développement. C'est la Banque mondiale qui va vous dire, par exemple, qu'en Tanzanie, ça va pas, ce genre de choses. Exercice pratique, donc là, on est sur un cas concret, et donc ce cas concret doit vous être utile pour constituer votre rapport sur l'exercice, enfin sur le module numéro 1. Là, on va parler de lecture et interprétation de l'indicateur. Donc, les consignes. À partir des données ci-dessous, rédiger une note d'analyse macroéconomique de la France. Donc, évidemment, ce sera toujours la France. PIB T3 à plus 0,4%, trimestre précédent à plus 0,2%. Donc là, le PIB est en légère hausse, mais il est en hausse. Inflation IPC annuelle 2,8%, mois précédent 3,1%, donc on voit que l'inflation est en baisse. Taux de chômage 7,3%, mois précédent 7,5%, on a moins de chômage. Indice PMI manufacturier, on est à 47,2. Taux directeur de la Banque centrale européenne 3,5% stable depuis 6 mois, donc il n'a pas bougé depuis 6 mois. Donc on est dans une lancée plutôt stable, stabilisée. Votre analyse doit identifier la phase du cycle, repérer les signaux de retournement éventuels, s'il n'y en a pas, on n'en parle pas, et conduire sur l'orientation à donner à un portefeuille. La situation de votre client, donc économique. Donc la situation, donc là c'est une note d'analyse macroéconomique. Donc ça c'est ce que vous devriez pouvoir présenter. Donc la situation conjoncturelle. On va avoir l'économie française se trouve en phase de reprise modérée, légère, parce qu'on est passé de 0,2 à 0,4 au niveau du PIB. Le PIB accélère légèrement, 0,4 après 0,2, signe de regain d'activité. La désinflation est en cours, passage de 3,1 à 2,8, ce qui laisse anticiper un assouplissement progressif de la politique monétaire de la BCE, voire une baisse du taux directeur de la Banque centrale. Ça, c'est ce qu'on peut anticiper, mais on peut déjà le dire par rapport à ce qu'on a vu dans cette première étape. Signaux de vigilance, l'indice PMI manufacturier, quant à lui, il est à 47,2, c'est en dessous du seuil de 50, signale une contraction de l'activité dite industrielle. On avait dit qu'on devait être au-dessus de 50. Ce signal doit être surveillé car il est avancé et peut préfigurer un ralentissement plus marqué dans les prochains trimestres. Donc ça, c'est une notion qu'il faudra vérifier au fil de l'eau. Orientation de portefeuille recommandée. Dans ce contexte, une légère surpondération des actions dites cycliques et des valeurs financières qui bénéficieront d'une éventuelle baisse de taux est justifiée parce qu'on suppose qu'on va avoir la fameuse baisse de taux. Donc là, quand on parle de valeurs financières, évidemment, les banques vont faire plus, vont permettre, la baisse des taux va permettre aux banques de prêter plus d'argent et donc de gagner plus d'argent. Avec maintien d'une poche obligataire, puisque effectivement, si on est dans une dynamique de baisse de taux, on est quand même sur un taux élevé, mais si on est dans une dynamique de baisse de taux, il faudra évidemment débloquer cette enveloppe obligataire pour favoriser, par exemple, de l'investissement sur des marchés dits émergents ou des valeurs à risque. La prudence reste de mise puisque tous les indicateurs ne sont pas ouverts sur les secteurs purement industriels en raison du signal PMI qui lui est négatif. On a fait un autre exercice différent et vous allez voir que du coup la donnée sera évidemment différente. Donc pour chacun des pays suivants, identifiez la phase de cycle économique et justifiez votre réponse. Pays A, le PIB est de moins 1,2% sur 2 trimestres. Chômage à 9,5% en hausse, inflation à 1,1%. Ça, c'est pour le pays A. Là, du coup, ce qu'on peut dire du pays A, c'est que le pays A est dans un cycle dit de récession. Le PIB négatif sur 2 trimestres consécutifs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et le chômage qui est en hausse. Stratégie défensive recommandée. Défensive, c'est de l'obligataire. De l'obligataire.
PIB, donc PIB, le PIB du PIB, c'est plus 3,1% de chômage, 4,2 en baisse, inflation 4,8, taux directeur en hausse. Là, on va dire que le PIB, il est dans un cycle dit d'expansion surchauffée, forte croissance, mais inflation élevée. La Banque centrale monte ses taux pour refroidir, risque de retournement à moyen terme. Ensuite, le PIC, donc PIB du pays C, on est à plus 0,8% après 3 trimestres négatifs. Donc là, on va être probablement sur une rotation, pardon, un changement de cycle, puisque on renoue avec un PIB positif. Chômage à 8,1%, stable, il se maintient. Donc on est effectivement dans une logique de retournement, ce qui ne s'accentue plus. Et on a un PMI à plus de 50, à 51,3, ce qui signifie que l'industrie est bonne. Elle est prête, du moins, à cette reprise. Donc, le pays C est dans une situation économique de reprise. Le PIB redevient positif après une phase de récession. Le PMI au-dessus de 50 confirme le rebond industriel, moment favorable pour revenir sur les actifs dits à risque, puisqu'ils vont pouvoir investir dans des projets de long terme et qui seront a priori rentables sur du long terme. OK. Donc là, on a fait le tour. Ces réponses sont des réponses assez succinctes qu'il faudra évidemment communiquer de manière un peu plus élaborée, plus structurée. Mais je compte sur vous pour qu'elle vous inspire au maximum. On passe à l'étape des questions. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ou vous prenez la parole? C'est vous qui voyez. Ouais, oui, ça, moi, je voulais savoir, pour le cours, là, tout ce que vous êtes en train de nous présenter, c'est un truc que vous allez nous envoyer un PDF ou c'est l'un des deux PDF que vous avez déjà envoyé? Non, ça c'est le cours, c'est quelque chose que je vais vous envoyer en PDF, mais au fur et à mesure. Donc là, je vais vous envoyer ce qu'on vient de voir là. Et vous avez déjà, ah oui, effectivement, vous avez déjà le récap qui vous a été envoyé tout à l'heure, l'espèce de synthèse, le document que vous avez là, 3 messages en dernier. Lui, c'est la synthèse de l'analyse macroéconomique. Donc vous allez vous référer à cette synthèse pour reprendre les éléments, mais effectivement, une fois terminé, là, je vais vous envoyer le PDF de ces éléments-là. Ok, très bien, merci. Et Avec aussi, je plaisir. voulais te dire, pour le truc là, par rapport au dossier, la Zéphyr 1, Mhm. personnellement, là, je pensais que j'avais téléchargé, c'est pas bien téléchargé, donc je voulais savoir si vous pouviez me l'envoyer, style sur WhatsApp ou par mail après le cours. Allez, je vous envoie C'est super. Zéphirin. Faites-moi un texto, s'il vous plaît, et je vous l'envoie Ouais, pas de souci, par pas WhatsApp. de souci. Nickel, merci. Allez, génial. Pareil pour les autres, hein, si vous n'avez pas les documents, n'hésitez pas à m'envoyer un message WhatsApp, et puis je vous les envoie dans la foulée. D'autres questions? Oui, petite question. Par rapport au dossier Zéphirin, Oui, il y avait toute la présentation de la personne, du client. oui. Nous, j'imagine qu'on doit poser des questions pour qu'il se présente. Là, c'est les Théoriquement, vous bons auriez dû poser des questions à votre client, oui, 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 tout à fait. pour avoir la Mais ça, réponse. oui, mais ça, on le réabordera. Oui, tout à fait. Les réponses, elles viennent pas toutes seules sur le papier. Oui, Vous voilà, c'est avez ça. des contraintes techniques d'ordre législatif hein, qui vous obligent, vous, en tant que PSI. Donc, non, on va se mettre dans la position du CGP, donc le conseiller en gestion de patrimoine. Vous avez un certain nombre de questions à poser à votre client pour initier un projet de gestion de patrimoine. D'accord, ok. Et ça, pareil, on le reverra plus tard. Parce que pour le moment, cet aspect-là, on ne l'a pas a priori dans gérer les portefeuilles financiers. On le réabordera certainement dans le dossier AMF, puisque effectivement, là, pour le coup, ça rentrera en ligne de compte pour l'AMF. Ah, d'accord, parce qu'effectivement, ça faisait partie lors de la première présentation. Oui. Vous aviez abordé le fait qu'on devait poser toutes les questions pour. Oui, mais sauf que là, le client, on ne l'a pas. Vous ne pouvez pas les poser les questions. Ah, d'accord, c'était juste un Oui. exemple. Euh, C'est pas Quand lui je vous l'ai qui. dit la fois dernière, Bah, sur Zéphirin, là. ah non, Le... Zéphirin, lui, imaginez que vous travaillez pour un PSI et il y a un collaborateur à vous qui est le conseiller en gestion de patrimoine qui a recueilli les informations pour vous. Vous, par Ah, contre, d'accord. vous ne travaillez pas dans la gestion de patrimoine, dans l'aspect client de la gestion de patrimoine. Vous êtes dans le back-office, vous faites l'investissement pour le client. Donc, on a déjà D'accord. répertorié les informations pour vous D'accord. et vous, votre champ d'action, c'est établir une stratégie d'investissement. D'accord, ok. Okay. D'accord. Mais effectivement, on y viendra, puisque, encore une fois, on devrait développer les autres certifications et qui, elles, intégreront effectivement cet aspect-là, qui est D'accord. moins technique. Alors, évidemment, nous, on a choisi celui-là pour commencer. Il est plus technique et plus en phase avec ce qu'on fait nous. Là, clairement, dans le premier exemple, enfin, le premier module qu'on a travaillé, a priori, rien ne vous est complètement étranger, si ce n'est qu'on est allé un peu plus loin dans la compréhension de ces indicateurs. D'accord. Alors là, toutes les questions cycliques et tout ça, récession, ok. Le dossier, on est en temps de guerre avec un Trump un peu taré. Ce qu'il faut quand même un petit peu le bordel au jour le jour. Un coup ça va pas. Alors, justement, ce qu'il faut que vous communiquiez, c'est, si vous rentrez dans les détails,
Alors il faut Ouais, dire qu'on est en temps de guerre. Il faut justifier en fait votre réponse. Si d'accord. évidemment vous dites qu'on est dans un cycle de forte hausse et qu'en juin les examinateurs tombent sur votre document, vont se dire tiens, il y a un problème, on n'est pas dans une Ouais. dynamique de forte hausse. Par contre, si dans votre explication vous dites on est dans une dynamique de forte hausse, le taux est de temps, le truc est de temps, le truc est de temps, là il n'y a plus de sujet. Maintenant, Hmm. vous pouvez vous sortir de la situation actuelle et faire votre propre compte rendu pour orienter le lecteur, non plus sur la situation actuelle, mais dans la conjoncture que vous aurez présentée. Et Ça, c'est vous nous qui pouvez le faire. choisissons la structure? Vous pouvez, oui, vous pouvez dire, ben voilà, là actuellement, on est dans une, je sais pas, on est dans un cycle d'expansion parce que, et là, il faut que vous donniez les raisons. Mais vous n'êtes pas Oui, mais obligé de le faire sur l'actualité actuelle. il faut qu'on s'appuie quand même sur des éléments. Alors du coup, c'est ça qui est compliqué parce que du coup, il faut bien qu'on s'appuie sur des vrais éléments. On ne va pas inventer les éléments. Ah si, justement, si vous faites si vous créez votre propre conjoncture, alors vous devez aussi créer les éléments. Par exemple, dire que le PIB est de temps, dire que le chômage est de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut en plus que ces éléments corroborent votre présentation. D'accord. Vous pouvez Et pas dire on est dans un cycle d'expansion alors que le taux de chômage est en hausse et que le PIB est à 1,2. d'accord. Ouais, moi, j'imaginais pas. Du coup, c'est déstabilisant parce que pour le coup, autant Dans, s'appuyer sur dans, des vraies. dans tous les cas, vous devrez le justifier. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais autant Voilà. s'appuyer sur des vraies informations. Du coup, c'est une Ah mais vraie vous recherche. pouvez. Ah mais vous pouvez, vous pouvez. Vous pouvez Allez. en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a deux approches possibles. Soit vous créez une chimère de la situation et vous l'inventez de toutes pièces, mais il faut qu'elle soit corroborée par des Ouais. chiffres. Soit vous prenez la situation actuelle et à ce moment-là, pareil, il faudra la justifier et communiquer des chiffres aussi. J'ai plusieurs questions pour le Ah coup. oui, oui, je suis là pour ça. Là, vous avez parlé tout à l'heure de balance commerciale. Oui. C'est des informations qu'on trouve où? Juste La dans balance Google. Ah oui, oui, de toute façon, Google, là, pour le coup, Google est votre ami. Balance Google, commerciale, tel pays. comment, pardon? En tapant balance commerciale entre tel pays et tel pays. Voilà, par exemple, balance commerciale entre la France et le Japon. D'accord. Alors après, évidemment, il faudra regarder peut-être plusieurs balances commerciales pour arriver à trouver éventuellement une moyenne de ces balances. Parce que, alors, vous pouvez la regarder par pays, mais vous pouvez aussi la regarder en général. Donc, je pense que vous devriez vous en sortir avec un regard général. Balance commerciale France 2025. On devrait l'avoir déjà. Rapport 2025 sur le commerce extérieur de la France. La balance commerciale française s'améliore de nouveau avec un déficit qui se résorbe à 81,0 milliards après 100 milliards en 2023. Voilà. Donc là, vous avez une balance commerciale globale qui est en baisse, c'est-à-dire qu'on exporte un petit peu plus que ce que l'on importe, même si on reste négatif. Après, c'est pas anormal, hein. C'est pas D'accord. anormal. Un pays développé va naturellement importer plus qu'il n'exporte en termes. Par exemple, les États-Unis, je crois qu'ils sont à 95% d'importation. Pour autant, ils ont une balance commerciale, enfin, ils ont une exportation très forte aussi, mais pas pour les mêmes choses. Donc quand la balance est négative, on C'est qu'on importe plus, exporte, on exporte exactement. plus. On importe plus Oui, que oui, l'on c'est ça, exporte. pardon, pardon. Ouais. Oui, j'étais en train de le faire à l'envers et j'avais noté juste. Ok, et du coup, les obligations, alors bon, ça, c'est pas des choses, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est pas un truc que je connais vraiment. Les obligations, ça se prend sur quoi, ces trucs-là? C'est comme une action, Ok, sauf que l'action, elle vous donne une partie de l'entreprise, vous possédez une partie de l'entreprise, elle vous donne un droit sur l'entreprise. Alors qu'une obligation, elle porte sur une créance. Vous possédez une créance sur l'entreprise. Donc l'action, elle, vous êtes un actionnaire, donc que l'action monte ou baisse, vous êtes tributaire. Par contre, que l'action monte ou baisse, si vous possédez une obligation, l'entreprise qui vous a émis l'obligation a d'une certaine façon l'obligation de vous rémunérer de X% par an, comme ça a été prévu au moment de la souscription. d'accord, Donc l'obligation, elle est interne, l'action n'en a pas, vous la possédez tant que vous la possédez. d'accord. Et donc ça, c'est bien d'en prendre quand on est sur un marché en récession, enfin sur une phase en récession. Je vous ai perdu. Non, non, Allô? j'essaie juste de me remettre en phase avec ce qu'on s'est dit avant. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Ok. Vous l'avez ici. Et alors, du coup, Alors là, on parle surtout des obligations d'État, mais dans l'absolu, c'est toutes les obligations, puisque en face, la BCE devrait augmenter son taux directeur, et l'augmentation du taux directeur favorisera de facto l'investissement obligataire. d'accord. Du coup, vous avez parlé de matières premières, cycle nouveau. Du coup, cycle nouveau, c'est-à-dire ce que du coup, vous n'êtes pas rentré dans les détails. Pour les matières premières, c'est quoi? C'est que c'est plutôt un marché en croissance? Quand on est sur un Pour les... cycle nouveau, donc Ouais, dans une dynamique de reprise, c'est la question, ouais.
Ouais, non, 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 au contraire, c'est les matières premières, elles vont avoir tendance à flamber dans une phase de récession. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est pas cool. Non. C'était pas comme ça que je le voyais. Ouais, donc l'or, l'argent, tout ça, c'est pas fou, c'est pas le moment. Attention, il y a matières premières agricoles et matières premières industrielles. Ah oui, oui. Non, Moi, là, on parle d'agricole, ouais. moi, j'étais en train de penser matières premières. Oui, effectivement, c'est pas des matières premières. J'ai assimilé, enfin, j'ai interprété métaux. Non, ouais, pas du Et, tout. Quand on parlera de métaux, on parlera d'or, là, pour le coup, favorable aux obligations ok. d'État et l'or. Par contre, quand on parle de matières premières, on est plus sur de la matière première dite agricole, voire, ouais, non, agricole tout court, parce que même la pétrolière, elle est même pas en phase avec, il y a tellement il y a tellement d'intervenants sur le cours du pétrole qu'on ne l'intégrera pas dans nos matières premières agricoles. D'accord, ok. Et donc le cycle nouveau sur les matières premières agricoles, là, c'est plutôt récession, du coup. Ah Ce oui, serait... complètement. C'est ce que du coup on disait quelques semaines avec l'application des matières premières. D'accord, ok. Du coup, bah, globalement, voilà, après, il faudra que je recherche un peu tous les termes que je Oui, maîtrise il pas. y a ça aussi. Alors il y a un glossaire, je vais vous le mettre. Il y a un glossaire à la fin du cours. Je vais vous le mettre maintenant aussi, lui, du coup, avec quelques éléments qui sont assez utiles, je pense, pour montrer vos connaissances dans le domaine. Écoutez, en tout cas, je m'en occupe dès qu'on termine. Je vous envoie à la limite. Je vais le faire maintenant. Hop, il est là. Et je vous alors, dites-moi, hop, si vous arrivez à le charger. Donc il y a le cours et il y a le glossaire. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, moi, du coup, j'ai plus de questions pour le Allez, moment. parfait. C'est assez dense quand même, hein. Il y a pas mal de termes Ah techniques. bah ça, je vous avais prévenu. Voilà, voilà, il y a du boulot. Eh oui, tant mieux, hein, c'est pour la bonne cause. Moi, j'aurais une question, Wissam. Bien sûr, Mathéo. Yes. Tout Avec à plaisir, l'heure, ça. on a vu que la phase de reprise est propice du coup au repositionnement sur les actifs risqués. Je suppose que par repositionnement, on entend du coup gonfler le portefeuille en actifs risqués. Et Mhm. vous aviez parlé des actifs risqués comme étant les entreprises qui, en gros, qui font des promesses et qui fonctionnent sur les promesses. Donc, par exemple, je suppose qu'on pourrait penser à OpenAI en opposition avec Total. Par Tout à l'heure, exemple, vous mais avez dit que... OpenAI n'est pas en France. Oui. Mais dans Ah, l'idée, oui, c'est ça, c'est des entreprises qui sont en phase de développement et qui ont emprunté de l'argent et qui vont pouvoir développer parce qu'elles arrivent à prendre beaucoup d'argent sur les marchés. Ouais, c'est d'accord. Donc, exactement du ça. coup, c'est pas du tout corrélé, pardon, avec la notion de volatilité. C'est autre chose. Ah, La pas du notion de tout, non, risque. non, 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 là, pas du tout, Ok. non, 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 pas du tout. Non, non. Et du coup, pour ce monsieur Zéphirin, il va falloir faire quelque chose avec des actifs français, c'est ça? Ah oui, lui, il est français, et il lui faut des actifs français, oui. Ok. Donc on fera pas du tout dans le dossier de gestion de portefeuille avec du coup des actifs étrangers, quoi. Non, pas que je Ok. sache. À la limite, on peut en reparler, mais pas que je sache, non. De toute Et façon, à la du limite, coup, on rentre pour même relire, pas dans le pardon, détail, à la excuse-moi. limite, hein, des entreprises. Hein. À la Ouais, limite, ok. vous voyez, pour rester vraiment généraliste, là, clairement, on va dire qu'on est dans une phase de récession, on est dans une phase de reprise, il y a le PIB qui dit ci, le PIB qui dit ça, mais on ne parle pas là tout de suite de j'achète Total, vous voyez. D'accord, ok. C'est pas Ok. encore le projet. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à cette notion d'actifs risqués. Donc, vous disiez, du coup, c'est ceux qui sont en phase de développement, qui font des promesses, etc. Et les entreprises comme par exemple Nvidia, c'est un actif qui est risqué ou pas, du coup, par rapport à cette notion? Oui, oui, puisqu'elle est toujours dans une démarche de progression, de marche avancée, qui nécessite du cash pour investir. Et les gens qui consomment du Nvidia sont en train de développer en parallèle. En clair, Nvidia fabrique des choses qu'elle vend, donc elle n'est pas dans la promesse, mais elle accompagne le développement d'un projet qui, lui, est dans la promesse, OpenAI et l'intelligence artificielle en général. D'accord. Donc Ok. elle est concernée. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, soirée même, hein, pour le coup, on l'a bien entamé. Rendez-vous jeudi pour la suite. D'ici là, Ah, vous pardon. m'envoyez vos récaps, s'il vous plaît, sur l'adresse École Cotation, vous la connaissez, et non pas contact. Sarah, vous avez activé votre Oui, désolée, micro. parce que j'ai encore une question. Ah, pardon, je vous en prie. Je suis désolée. Pour le dossier Zéphirin, du coup, est-ce que on peut proposer des stratégies d'investissement, mais pas en une seule fois? Parce que comme c'est un gros budget, pour équilibrer, par exemple, sur Non, l'année. là, pour le moment, sur la partie qu'on vient d'aborder, on n'est pas encore à l'étape de l'investissement. Non, non, On est c'est parce que vraiment justement, sur, oui. là, on est vraiment sur la découverte du cycle. Alors, on a plusieurs points. La politique économique, donc on va parler de la politique économique, du Mm. cycle, des indicateurs macroéconomiques, des sources d'information, et puis c'est tout. On n'en est pas encore à dire on va acheter ça, on va faire ça. Oui, oui, oui. Okay, donc là, il faut vraiment rester focus Sur la sur première phase. le cours qu'on vient de voir. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous donne pas la suite du cours, parce qu'il pourrait vous induire en erreur ou vous influencer. On reste Oui, vraiment oui. sur cette première étape-là.
Et on Ok. élabore les choses, on les communique avec un langage soutenu et on utilise des termes du lexique. Ok. Ok? Ok. Chaque chose en son temps. Exactement. Ok, merci. Voilà. Bon, bah, Avec parfait. plaisir. Bonne Bonne soirée, soirée à tout merci. le monde. À Au très revoir, vite. À merci. jeudi. J'attends vos retours. Bye bye. Au revoir tout le monde. À jeudi, merci. Avec plaisir. Au revoir.